Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre le temps de me poser. Alors, j'étais pas trop motivée, mais je sens que la vie me pousse pour faire cette vidéo parce que j'ai pas trop d'énergie. Je suis plutôt en mode dans une énergie de recueillement en ce moment. Et, euh, et voilà, un petit peu quand on traverse, quand on est dans l'univers des ombres. Et justement, je me suis sentie guidée et appelée parce que c'est un dessin animé que j'ai découvert une fois par hasard sur internet. Je ne sais pas s'il est connu, je ne pense pas. Ce n'est pas un dessin animé qui est connu, ce n'est pas un dessin animé Disney, donc il est très peu connu. Donc il se peut que vous ne le connaissiez pas. Je l'ai découvert par hasard. Ça me fait penser un peu le même style, mais pas exactement à l'histoire de. Enfin, c'est pas exactement la même histoire, mais au niveau de l'ambiance, au niveau du personnage, notamment le petit garçon, ça me fait penser un peu à Taram et le chaudron magique pour ceux qui connaissent. Mais là, j'ai le DVD, comme ça, je vais pouvoir vous montrer et vous allez, pour certains, vous allez peut-être reconnaître. C'est La princesse et les gobelins. Donc, peut-être que vous allez reconnaître ce dessin animé. Donc là, c'est la princesse Irène. Là, c'est le petit garçon qu'elle rencontre, qui va l'aider dans sa quête et dans sa mission. En fait, ils vont avoir la même mission. Ils vont être amenés à rencontrer des gobelins du monde souterrain qui viennent d'une grotte. Et là, on a le petit chat de la princesse. Je n'ai pas la date, c'est un dessin animé qui dure 82 minutes. Un conte mystérieux, une aventure inoubliable, une tendre romance. Imaginatif et charmant, une leçon de courage. Oui, ça parle de courage. Donc, je vais voir quels sont les messages à travers ce dessin animé. Vous savez qu'en ce moment, j'aime bien aller explorer les contes, les dessins animés, un petit peu explorer le monde de l'enfance. Parce que je trouve que dans les dessins animés, dans les contes, dans le monde de l'enfance, en fait, il y a beaucoup de richesses et il y a beaucoup de messages qui sont passés et et quand on est adulte et quand on les revoit, ça peut passer inaperçu en fait. On a l'impression que c'est juste un dessin animé et en fait, je me rends compte que non, non. Il y a le côté ludique, mais il y a des messages qui passent. Même quand on regarde un dessin animé, même quand on va voir un dessin animé au cinéma, il y a des parents qui aiment aller voir des dessins animés avec leurs enfants au cinéma et c'est tout autant intéressant et c'est tout autant plaisant que d'aller voir un film. Euh, les dessins animés que j'avais beaucoup aimés parce qu'ils sont vraiment très beaux, il y a le dessin animé Là-haut, c'est un film d'animation. Il y a vraiment et puis il y avait un film d'animation sur les émotions avec une petite fille. Il y a vraiment, je trouve, des films d'animation et des dessins animés qui sont très bien faits. Très très bien faits, très ludiques et très instructifs pour les enfants autant que pour les adultes. Donc là, on va explorer ce dessin animé-là. Alors il y a avant de tirer les cartes, il y a beaucoup de messages et il y a beaucoup de notions qui passent à travers ce dessin animé. C'est une petite fille, donc elle est princesse. On voit qu'elle a un père qui est le roi. On ne voit pas de mère. Je crois que son père est veuf. On ne voit pas sa mère. Elle est élevée, enfin, celle qui veille, à son éducation, c'est sa nourrice. C'est la gouvernante et sa nourrice. Elle veille sur la princesse Irène. Alors Irène, je ne sais pas quel âge on pourrait lui donner. Peut-être 10 ans, peut-être moins, peut-être plus, aux alentours de 10 ans. Je dirais au moins minimum 10 ans qu'elle a dans le dessin animé, de ce que je perçois. Euh, c'est une petite fille qui va être amenée à découvrir son courage. Une petite fille qui va être amenée sur une quête et sur une mission. Une quête qu'elle n'a pas choisie en fait et une mission qu'elle n'a pas choisie. Et en fait, elle va recevoir des signes d'une personne défunte. Elle va être guidée, notamment à découvrir une pièce secrète du château, tout là-haut. Ça fait un penser un petit peu à la Belle au bois dormante. Elle va trouver un fil comme un fil. Et en fait, il va y avoir des apparitions de sa grand-mère dans cette pièce. Sa grand-mère va lui rendre visite quelquefois et elle va
Donc elle va lui parler, elle va la mettre sur la quête, sur une quête et sur une piste. Et en fait, elle va la protéger dans cette mission et dans cette quête parce que elle va être amenée à mille et... En fait, les gobelins du monde souterrain ne sont pas connus, mais ils préparent une guerre contre le royaume et contre les gens du peuple. Et, euh, Irène va être amenée à le découvrir et elle va être protégée, guidée par sa grand-mère qui est décédée, par son esprit et par son petit chat. Et elle va rencontrer aussi dans la forêt, donc il y a une forêt, donc la forêt c'est un, pour moi la forêt dans les dessins animés c'est une symbolique très forte parce que c'est le lieu de toutes les rencontres. C'est le lieu où on rencontre nos cauchemars, nos ombres, où on vient confronter nos peurs. C'est une autre dimension, c'est un lieu magique, comme notamment la forêt de Brocéliande. Pour moi, la forêt, elle revêt beaucoup de significations très très spéciales. Euh, même dans notre réalité, pour moi, la forêt, elle a son énergie, elle a son archétype. Il y a beaucoup de symbolisme et il y a beaucoup de richesse. Il y a beaucoup de messages cachés dans la forêt. Et je ne sais plus comment s'appelle le petit garçon, mais il va l'aider. En fait, son père est bûcheron, je crois, ou son père, enfin bref, je crois qu'il est bûcheron. Et ils ne sont que tous les deux aussi. C'est un petit garçon qui est courageux, qui ose aller dans la forêt, malgré, il n'a pas peur d'aller dans la forêt, il combat ses peurs, il va être amené à rencontrer la petite Irène, ils vont être amenés à avoir la même quête et la même mission, et tous les deux, ils vont se rendre compte de la présence des gobelins, ils vont les découvrir dans les grottes souterraines. Et en fait, ils vont jouer un rôle majeur parce ils vont essayer d'intercepter, de prévenir la ville et le royaume qu'il y a une guerre qui se prépare. Donc c'est grâce aux deux enfants en fait, hein, c'est les deux enfants qui sont missionnés en fait, l'air de rien, qui vont faire face à ces gobelins. Donc ça va demander beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'intelligence pour de jeunes enfants. Euh, il y a beaucoup de magie et beaucoup d'humour et il y a beaucoup la notion de famille, d'être cher disparu ou de signes que sa grand-mère qui est défunte, elle lui envoie des signes, elle communique avec elle d'une certaine façon. Que son père est là, il l'aime, mais bon, il est très occupé par les affaires du royaume. Et, euh, et en fait, c'est grâce à la présence de sa grand-mère qui est défunte, du petit chat et de la rencontre de ce petit garçon qui va permettre que cette petite fille, elle va se sentir moins seule en fait. Parce que c'est une petite fille qui se sent très seule, qui, voilà, sa gouvernante la surveille, mais bon, c'est une gouvernante, ça reste une gouvernante, quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas forcément cette proximité. Et d'ailleurs, c'est marrant, je suis en train de lire un livre, New Moon, Emily in New Moon, et ça va être en plusieurs tomes apparemment. Moi, j'ai le premier tome, le deuxième tome va sortir en juin. C'est de Lucie Montgomery, je pense. Et en fait, c'est une jeune fille qui a des inspirations, qui a un monde imaginaire très fertile. Et en fait, sa mère est morte quand elle était jeune et il ne restait que son père. Et son père, il est en froid avec sa belle famille parce que sa belle famille venait une famille bourgeoise. Ils n'ont jamais accepté le mariage de leur fille avec. Enfin, c'est pas vraiment leur fille, hein, c'est une demi. Enfin bref, c'est assez compliqué, mais et donc ils sont partis pour aller vivre ensemble leur amour et de leur amour est née cette petite fille, Émilie. Et en fait, la mère, elle est morte quand elle était très 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 jeune. Et le père, bon, il a été effondré quand même. Et puis, 4 ans après, le père, on lui a découvert une maladie et sa fille n'est pas au courant. Il la met au courant très très tardivement. Il ne lui reste que 2 semaines à vivre. Et ben, cette enfant, elle est pareille, elle est seule et elle compte uniquement sur l'amour de son père. Elle a personne, personne autour d'elle parce que déjà elle a une gouvernante, enfin il y a une personne qui veille sur elle, mais elle est pas, enfin, en gros elle la tient pas en haute estime cette petite fille, elle ne l'aime pas, elle fait ça par obligation, mais en fait elle la trouve bizarre cette enfant et elle ne l'apprécie guère. Et la seule personne qui voit vraiment la beauté et qui aime cette petite fille, c'est son père, parce que son père, c'est sa petite fille, et lui,
il voudrait la préserver mais malheureusement après il ne sera plus là. Donc elle ne va devoir que compter que sur elle-même et sur l'amour de ses parents qui vont veiller sur elle au ciel, comme un petit peu sa grand-mère qui va veiller sur elle. Donc il y a un petit peu les esprits des défunts dans ce dessin animé. Je trouve ça bien qu'on aborde les morts et les défunts dans un dessin animé pour les enfants, pour réussir à leur expliquer de ce que c'est que la mort, ce que c'est que les esprits, les défunts, sans pour autant avoir une conversation d'adulte. Des fois, il peut y avoir peut-être des contes ou des histoires ou des dessins animés qui peuvent aborder des sujets qui sont difficiles pour les enfants. On peut les aborder d'autres manières. En tout cas, si vous voulez découvrir ce dessin animé, sachez qu'il est sur YouTube. Il est sur Internet, il est sur YouTube. Vous tapez Princesse et Gobelins et les Gobelins et vous allez voir, il y a des vidéos. Enfin, je suis tombée, j'ai pas été voir, hein. Je pense que le contenu est gratuit, mais moi, je sais que je l'avais vu sur Internet. Donc, il doit se trouver, je pense. Bon, bien sûr, aller sur des sites qui sont, comment dire, des sites autorisés et des sites légaux, hein. N'allez pas télécharger des choses des sites enfin, comment dire? Je vous incite pas à aller sur des sites illégaux, bien vérifiés et puis et faire attention que ce ne sont pas des sites qui vont vous donner des virus à votre ordinateur. Allez sur des sites, référencés que vous connaissez. Ou bien, je pense même que vous pouvez le trouver en DVD, hein. Je pense que vous allez sur Amazon et vous pouvez l'avoir en DVD, hein. Je pense pas qu'il doit coûter cher. Alors, quels sont les messages à travers le dessin animé Princesse et les Gobelins? D'ailleurs, je vais le mettre devant moi pour m'en inspirer. Quels sont les messages? Donc là, c'est le tarot de Nicolas Tchécoli. Je vous montrerai après. Quels sont les messages à travers ce dessin animé Princesse et les Gobelins? Les messages selon les thèmes abordés, les messages sous-jacents, les symboliques, les messages archétypaux abordés dans La Princesse et les Gobelins. C'est ce qui me venait en fait. C'est avec le 10 de denier, on a l'histoire d'héritage familial, de la famille, des liens du sang, de se sentir proche, de ce besoin de se rapprocher, de ce besoin de sécurité qui est nourri dans la famille, dans les liens du sang. euh, et en même temps un besoin d'en sortir. Parce que cette jeune fille, elle sort en fait avec son cheval, elle sort d'un carrousel. Le carrousel, c'est quelque chose de répétitif, c'est comme une boîte fermée, c'est comme un environnement clos. Moi, le carrousel, je le vois comme un environnement qui est clos, qui ne tourne que dans un seul sens, qui est délimité. Et c'est sortir d'un enclos, c'est sortir de quelque chose qui est limite, qui est délimité. C'est c'est s'affranchir peut-être de règles, s'affranchir d'un modèle familial qui c'est un héritage, donc on y trouve un on s'est construit comment dire? Les liens du sang, c'est important. C'est ce qu'on nous explique à travers ce dessin animé. Mais pour autant, Irène, elle apprend à faire ses pas seule parce que son père ne peut pas s'occuper d'elle vraiment. Comment dire? En fait, il a un royaume à gérer, il est roi, il a des responsabilités, donc il ne peut pas toujours être présent avec sa fille, il ne peut pas jouer avec elle. Donc en fait, elle est amenée à faire ses propres découvertes seule, à inventer ses propres jeux. Et c'est grâce à sa curiosité qu'elle va découvrir cette forêt, qu'elle va vouloir aller se promener beaucoup plus loin. Elle va rentrer dans cette forêt, elle va avoir ses propres frayeurs, et c'est là où elle va être amenée à rencontrer ce petit garçon. Et il y a toute une mission, une quête et un cheminement, une aventure qui va se dérouler pour elle. Mais elle sera chapeautée par des esprits, par l'esprit de sa grand-mère. Donc en fait, elle n'est pas totalement toute seule. Elle est quand même guidée, protégée sur ce chemin.
Donc, ce qui nous sécurise, ce qui nous protège, c'est peut-être des choses qui nous ont été transmises, voilà, des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous aident comme des piliers, comme des fondations. Ça peut être un héritage, un patrimoine, ça peut être une vision des choses, une manière de penser, des opinions, des causes qui sont défendues, des valeurs communes qui ont été transmises dans la famille, de par nos ancêtres, un socle commun sur lequel on peut s'appuyer. Mais en même temps, ça demande aussi de faire ses propres armes, ses propres pas, et de sortir d'un enclos, de quelque chose qui est délimité. C'est sortir d'une clôture, c'est aller au-delà d'une clôture. C'est de franchir une barrière, de franchir une clôture et d'aller voyager, métaphor- métaphoriquement, mais pas que. Valet d'épée, ça parle de faire preuve de curiosité parce que cette princesse dans ce dessin animé, elle fait preuve de curiosité. Elle fait preuve d'aventure, elle a le sens de l'aventure, elle a le goût de l'aventure, elle a ses questions et elle va chercher ses réponses elle-même. Elle demande pas à son père en fait. Enfin, elle lui en parle, hein, qu'elle a vu l'esprit de sa grand-mère, mais je ne me souviens plus exactement. Son père, il l'écoute, je pense qu'il la croit d'une certaine manière, mais le souci c'est qu'il est tellement occupé que bah, il a très peu de moments pour passer du temps avec elle et pour l'écouter, je veux dire, il peut passer 5 minutes de son temps par-ci par-là avec sa fille, mais c'est tout. Après, je veux dire, il retourne dans les affaires du royaume et il laisse sa gouvernante s'occuper de sa petite fille, la princesse. Et donc, en fait, elle va chercher ses propres réponses toute seule, en fait. Parce que, en fait, elle va suivre les signes comme le petit poussé, c'est-à-dire elle va sentir qu'on la guide à aller vers une certaine pièce du château. Là, ouais, dans un grenier tout là-haut, tout en haut d'une tour, comme dans La Belle au bois dormant, elle sent qu'elle est guidée. Donc en fait, elle traverse un passage secret et en montant dans cette pièce, au début, il n'y a rien, mais après, il y a sa grand-mère qui va apparaître et en fait, ça demande de faire confiance parce qu'après, les apparitions de sa grand-mère sont très furtives et elle n'a personne à qui en parler. Donc elle ne peut se faire confiance qu'à elle-même et se laisser guider par l'esprit de sa grand-mère et de se laisser guider par les signes. Et le 10 d'épée, ça nous parle de traverser des épreuves. Bah, que cette petite fille, elle traverse des épreuves, elle traverse l'absence de son père. Peut-être qu'elle ne comprend pas, hein, enfin elle comprend d'une certaine manière que son père est occupé, mais bon, malgré tout, elle vit la solitude, elle vit l'absence de son père, et malgré tout, elle doit être forte et se montrer adulte et responsable parce qu'elle est princesse. Parce que même si c'est son père, c'est aussi le roi avant. Enfin, c'est son père, mais c'est aussi le roi. Donc il y a certains protocoles à respecter. Alors, voyez comment ça vous parle, vous, dans votre vie de tous les jours, parce que bien sûr, il n'y a plus beaucoup de rois et de royaumes, hein, on n'est pas tous concernés, on n'a pas tous un père qui est roi. Je sais pas, dans certains cas, ça peut être, vous avez un père qui a un certain statut social, certaines responsabilités, qui était très peu à la maison, ou bien qui était préoccupé par quelque chose, ou il était là, mais vous sentiez qu'il était ailleurs. Et donc, quelque part, c'est une force, même s'il y a la douleur de l'absence, parce que, en fait, ça vous a permis, voilà, ça a permis, quand vous étiez enfant, ou même dans cette petite fille, cette princesse sirène, ça lui a permis de forger ses propres armes, ça a permis de se renforcer, et ça lui a permis de se construire, en fait. Elle s'est construite seule, en fait. Elle a été chercher ses réponses seule. Et bah, elle est partie à la conquête d'elle-même, elle est partie en aventure, en fait. Elle est partie en terrain inconnu. Et, ce qui est très important, c'est qu'on peut croire qu'elle est livrée à elle-même, qu'elle pourrait être livrée à tous les dangers possibles, inimaginables, parce qu'on dit elle est seule. Une enfant de cet âge qui est seule, mais en fait, elle n'est pas seule. Et ça, elle ne pouvait pas le savoir à l'avance. Et encore faut-il le croire, c'est qu'elle est guidée par l'esprit de sa grand-mère. Donc elle n'est pas seule. Et elle a des alliés.
Elle a ce petit chat, elle a ce petit garçon qui est très débrouillard. Et, et elle a elle-même, elle a des forces, elle a sa propre force, ses propres ressources et son propre courage. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, elle va aller à la rencontre de son histoire. C'est pas son père qui va lui raconter des choses sur sa grand-mère, parce que son père, on voit pas qu'il lui en parle. C'est, en fait, elle va découvrir des choses sur sa grand-mère de par les apparitions et l'esprit de sa grand-mère, en fait. Elle va découvrir sa propre histoire. Mm. Le valet d'épée, ça parle de curiosité. Et ça me rejoint dans Barbe Bleue. Je sais plus. Dans Barbe Bleue, en fait, la princesse qui va épouser un homme ben voilà, qui a été, en fait, elle ne sait pas, mais il a eu d'autres épouses et il leur a fait du mal. Et en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que elle a affaire à un monstre. Mais en fait, il lui interdit d'aller visiter une certaine pièce. Mais c'est sa curiosité qui fait qu'elle va y aller quand même et qu'elle va découvrir à qui elle a affaire. Parce que finalement, c'est une curiosité qui permet de trouver des réponses, qui permet de trouver ses propres réponses et qui permet d'aller fouiller par soi-même, en fait, d'aller farfouiller, d'aller chercher, d'aller fouiller par soi-même et pour savoir ce qu'il en est, en fait. De dépasser des tabous, de dépasser des interdits et d'aller chercher soi-même les réponses. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'un enfant, si vous lui donnez pas, en fait, s'il vous pose tout le temps des questions qui sont importantes pour lui, mais que vous n'avez pas le temps de lui répondre, ou que ça vous gêne, ou que c'est un sujet qui vous gêne, l'enfant, alors quelle réponse va-t-il trouver? Mais il va aller chercher ses réponses par lui-même. Il va forcément chercher. Un enfant, ça va chercher. S'il y a quelque chose qui lui taraude et qu'il a besoin d'une réponse, il va aller chercher par lui-même, l'enfant. Alors, est-ce que c'est des vraies réponses qu'il va trouver, mais il va chercher. Quels sont les messages à travers ce dessin animé? Les princesses et les gobelins. Quels sont les archétypes qui sont mentionnés? Quels sont les messages archétypaux livrés dans ce dessin animé Princesse et les gobelins? Les messages archétypaux. Là, les messages, les symboliques, c'est que là, on voit que cette jeune fille, cette petite fille, elle a besoin de défier l'autorité pour se construire elle-même. De par son élan, sa curiosité, elle a besoin d'aller chercher ses propres réponses. Elle est en quête d'aventure et voilà. Elle est en quête, tout simplement. Et avec la reine d'épée à l'envers, c'est à l'envers, hein. Avec la reine d'épée à l'envers, elle a besoin de défier une autorité. Là, ça serait plutôt une autorité liée à une femme. Mais c'est pas moi, pour moi, c'est l'autorité de sa gouvernante. Parce qu'à un moment dans le dessin animé, elle n'en a que faire, sa gouvernante est tout le temps en train de l'appeler. Enfin, sa gouvernante, elle est toujours derrière son dos. Ce qu'on peut comprendre, mais en fait, elle s'ennuie avec sa gouvernante. Et sa gouvernante, elle est pas très drôle et elle est pas très funny, quoi. Elle peut pas jouer avec elle. Et donc, elle s'en amuse. Elle s'amuse de sa gouvernante. Elle a besoin de défier son autorité. Et en permanence, elle défie son autorité. Et elle sort des sentiers battus. Elle s'en va loin dans la forêt. Ou elle défie son autorité, par exemple, en salissant ses vêtements. Ça l'amuse et pour elle, c'est ludique. Parce qu'un enfant, alors je ne sais pas jusque quel âge, à partir de quel âge, enfin bref, je m'y connais pas dans le développement de l'enfant, mais il a besoin de défier l'autorité de son tuteur ou de ses parents ou de la personne qui est responsable d'elle. L'enfant, il a besoin de défier l'autorité. C'est comme ça aussi, ça participe à sa construction. Pour trouver sa propre autorité intérieure, pour trouver sa propre force et se trouver soi-même, il a besoin de défier une autorité, pour tester les limites, pour voir jusqu'où il peut aller. On a le pendu. Le pendu, ça me fait penser, parce que là, on a un double visage, c'est
Les enfants qui ont besoin de rendre chèvres leurs parents, qui ont besoin de les faire tourner en bourrique. C'est un jeu pour eux, c'est un passe-temps pour les enfants, mais en fait, c'est parce que ils ont besoin de voir, il y a certains enfants qui ont besoin de voir transparaître l'enfant intérieur chez leurs parents. En fait, ils ont besoin d'aller chercher le jeu, d'aller chercher l'enfant qu'il y a à l'intérieur d'eux, en fait. Et pas que ça soit toujours l'adulte qui soit présent face à eux, mais que un enfant, il a besoin de jouer avec ses parents, mais de jouer vraiment. C'est-à-dire que l'adulte va laisser son côté enfant ressortir et qu'il va vraiment prendre plaisir à jouer avec son enfant. Et pas simplement faire semblant. Ou être à fixer des règles ou dire voilà, le jeu ça se passe comme ça. Euh, c'est pour ça qu'il y a des enfants des fois dans des jeux de société qui trichent parce que c'est trop réglé comme une horloge, parce qu'ils ont besoin de s'amuser selon leurs propres règles. C'est un moment ludique. Alors que c'est bien, des fois ils vont accepter quand il y a des règles, ça leur permet de leur expliquer que voilà, le fonctionnement, il y a des règles, il y a des choses à respecter. Mais si c'est tout le temps s'amuser en respectant des règles, il y a besoin aussi d'avoir des jeux ou des activités ludiques où il n'y a pas de règles fixes ou de règles complètement catégoriques et figées. Parce que sinon, l'enfant, ça tue sa créativité, ça tue son côté ludique, et il est frustré, et puis en fait, ça le brime et ça le bride. Il a besoin d'explorer sa créativité, ses propres jeux. Il a besoin de jouer, de s'inventer des personnages, de s'inventer des rôles, d'aller loin dans son imagination. Et l'enfant, il a besoin des fois de le faire tout seul, en fait. Il a besoin d'être dans ses propres jeux, dans ses propres activités. Comme une petite fille, elle a besoin de donner le thé à ses poupées, à ses peluches. Voilà, elle est dans son monde, c'est son territoire, en fait. Et quand on empiète sur le territoire de jeu et de créativité des enfants, ce que je ressens, hein, c'est qu'après, en fait, on empiète sur l'intimité de l'enfant quelque part, on empiète sur en fait, on empiète sur la possibilité de l'enfant d'avoir sa propre autorité, d'avoir son propre monde et son propre territoire. Et ça crée une sorte d'anxiété et de frustration plus tard chez l'enfant. Ça va générer, euh, Ça va générer des frustrations, ça va générer ça va générer à l'âge adulte quelqu'un qui va être tout le temps frustré, quelqu'un qui va être incapable de s'autoriser à écouter sa propre créativité. C'est ce que ça peut générer. Cadre de couple, on me parle d'adolescent. Un adolescent, il a besoin d'avoir des moments où il s'enferme dans sa propre bulle. Je sais qu'il y a des... Enfin, je ne suis pas parent, hein, mais c'est le message que je reçois en canalisation et prenez uniquement ce qui ça vous parle. Je n'ai pas de vérité absolue. Chacun est libre de penser ce qu'il souhaite. Et de toute façon, chaque parent fait comme il en a envie. Je suis pas là pour vous dire... Enfin, d'autant plus que je n'ai pas d'enfant. Mais je vous parle à travers mon âme d'enfant. En fait, c'est pas le côté adulte qui parle en moi. Enfin, si, il y a le côté adulte pour la structure et le fait de poser la réflexion, mais ça vient de mon âme d'enfant. Et je le sens quand je fais des vidéos comme ça, c'est mon enfant intérieur, c'est mon âme d'enfant qui parle à travers cette vidéo. C'est pas la Julie qui est complètement adulte. Donc ce genre de vidéo demande une ouverture d'esprit quand même. Et de laisser un peu son ego de côté. Les adolescents ont besoin d'avoir des moments où ils sont dans leur bulle. Alors je sais qu'il y a des parents, inconsciemment, ça les fait souffrir parce qu'ils se sentent rejetés par leur enfant qui est devenu adolescent. Mais en fait, ils en ont besoin. Ils ont besoin de se retrouver seuls. Il y a des adolescents, bien sûr, que je sais que des fois ça peut aller très très loin. Il y a quand même un cadre à poser. Et surtout, c'est beaucoup de communication et d'écoute. Et c'est pas forcément simple. Des fois, ça ne marche pas tout le temps. Et des fois, il y a besoin, bien sûr, de l'intervention d'une personne extérieure, notamment un éducateur, ou quelqu'un qui a un bon rapport avec les jeunes, parce que des fois, dans la cellule familiale, c'est pas forcément possible parce que c'est un lieu de tension. Mais l'adolescent, il a besoin d'avoir des moments seuls.
Mais il a aussi besoin qu'on lui montre de l'intérêt, qu'on vienne vers lui, voilà, qu'on lui demande s'il a besoin de parler, de simplement lui dire qu'on est ouvert à la discussion, que s'il a des questions, que s'il a besoin de parler, quand il le souhaite, quand il le veut, il peut venir nous voir. Ça, un adolescent, il a besoin de le savoir. Comme ça va lui permettre, quand il en aura envie, en fait, ça pose des bases de sécurité. Parce que peut-être des fois, il y a des adolescents, même des enfants qui n'osent pas peut-être parler à leurs parents, qui n'osent pas poser des questions. Et simplement de leur dire, bah écoute, si tu as des questions, moi, si je peux y répondre, si tu as besoin de parler, quand tu le sens et quand on a envie que tu te sens prêt, tu peux venir me voir. Comme ça pose un cadre sécure. Ou, à la limite, ce qui est bien aussi, c'est que si tu, de dire à cet enfant ou à cet adolescent, si tu n'arrives pas à me parler, parce que je suis ta mère ou ton père ou qu'on est trop proche, c'est ok. Mais simplement, s'il y a quelque chose de difficile ou un problème qui te traverse, trouve une personne ressource à l'extérieur, un adulte qui pourra t'écouter. Que ce soit un professeur, une infirmière scolaire ou trouve un adulte de référence. Si c'est pas moi, mais trouve quelqu'un de référence. Trouve quelqu'un qui pourra t'aider, qui pourra t'écouter et te comprendre. Même si c'est pas moi. Et ça, je trouve que c'est une grande preuve de maturité et d'amour vis-à-vis de son enfant, et c'est un énorme pas que de le penser, de le dire. Voilà, c'est mon avis personnel, bien sûr. Même si je n'ai pas d'enfant, euh, c'est comme ça que je me projette et que je me représente. Enfin, c'est comme ça que je le sens, en fait, parce que je suis dans mes ressentis. Quand je suis dans mes ressentis, je ne mens pas. Je dis vraiment ce que je ressens et ce que je pense à un instant T. Et bien sûr, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Je vais demander une synthèse. J'ai pas d'autres messages, mais je trouve que ce sont des messages très parlants en fait. Et j'espère qu'ils trouveront leur destinataire. Et je trouve que de toute façon, ces messages peuvent parler à tout le monde. Qu'on soit parent ou pas parent, je trouve que le message peut parler à tout le monde parce qu'on a tous une âme d'enfant en nous. On peut être amené à côtoyer des enfants et des adolescents, que ce soit dans notre sphère personnelle ou à l'école, ou même pas à l'école si on n'est plus à l'école, mais on peut être amené à côtoyer des adolescents, des enfants, euh, et de se poser la question comment on peut les aider en fait. Sans pour autant faire du forcing ou être trop... Parce que des fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais trouver le juste milieu et pouvoir les aider en même temps en leur permettant cette autonomie et en permettant aussi ce cadre sécure qui peut évoluer selon un discours et une communication, un échange. Sur ce, prenez uniquement ce qui résonne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous aimez, je suis Julie, je suis coach en développement personnel. Je vous accompagne et je vous guide, notamment pour l'éveil de sa sensibilité, de sa créativité qui est très très fortement liée et même en corrélation directe avec l'enfant intérieur qui est en nous. Et c'est ça sur ce quoi j'ai envie de montrer et de nous accompagner et ce qui me tient à cœur, c'est même quand on est adulte, on a toujours cet enfant intérieur et cette âme d'enfant en nous qui parle et qui vibre en nous et ça fait partie intégrante de notre personnalité. Et ça peut très bien matcher avec l'adulte que l'on est. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.